Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Et bienvenue à vous, messieurs, dames, c'est le LGF, le grand forum, jusque 18h30. Ravi de vous retrouver jusque 18h30 avec aujourd'hui pour m'accompagner un duo de choc inédit. Monsieur Akli Melouli, comment ça va, monsieur Akli? Ça va, et vous, Christophe, comment allez-vous? Toujours adjoint au maire de la ville de Bonneuil. Jusqu'en 2020. Toujours président de l'espace franco-algérien. Jusqu'en 2010, c'est le 10 ans, donc enfin 2017 pardon, il y a les 10 ans d'espace, donc il y aura effectivement un congrès, donc je pense que là il sera temps de penser à un jeune. Ah, très bien. Et puis donc Akli Melouli qui est avec nous aujourd'hui, accompagné de Jean-Marc Zébélus. Salut Jean-Marc. Bonjour Christophe, bonjour Akli, bonjour à tous les auditeurs. Jean-Marc, toujours expert en immobilier, bien sûr. Jusqu'à preuve du contraire. Il y a de quoi faire avec ce métier finalement qui n'est pas en crise ou qui est en crise encore. La crise, elle est pour ceux qui veulent bien y croire. Très bien. Très bien. Alors tout à l'heure entre 18h et 18h30, on parlera télé, de sport bien sûr, et puis on écoutera en guise de coup de cœur, tiens, un retour dans la musique, celui de Kenza Farah. À écouter en intégralité tout à l'heure le nouveau titre donc de Kenza Farah sur France Maghreb 2. Et puis France Maghreb 2 est sur place à Bordeaux aujourd'hui pour la convention économique France Maghreb. Et à ce titre nous recevrons donc l'organisateur d'ici une petite vingtaine de minutes. Et puis un ancien ministre algérien des Finances qui sera l'invité également de Tarek Mami à 17h. Voilà pour les quelques rendez-vous concernant les invités aujourd'hui. Dans l'actualité aujourd'hui, il y a l'opération d'évacuation à Alep qui a été suspendue. C'est la Syrie qui l'a annoncé ce matin. Les départs s'étaient poursuivis à un rythme soutenu. Cette guerre en Syrie, Vladimir Poutine l'évoque alors qu'il se trouve en visite au Japon. Et pour le président russe, la prochaine étape, ce sera un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien. Et vous verrez, je vous expliquerai que Poutine maintenant entrant en négocier non plus avec les Américains, non plus avec les Européens, mais avec la Turquie. Tout à l'heure, nous en parlerons. Et puis nous parlerons aussi du nouvel ambassadeur israélien américain qui a été nommé par Donald Trump. Vous savez, celui qui a des positions ultra-droites, celui qui veut déménager l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem, qui considère d'ailleurs Jérusalem comme étant la capitale éternelle d'Israël. À croire qu'il veut presque faire passer Netanyahou comme un homme de gauche. Bon, on en reparlera avec vous si vous le voulez bien tout à l'heure, bien sûr, sur France Maghreb 2. Sinon, quel est votre programme, messieurs Akli? Alors moi, je voudrais parler de la coopération. Donc c'est d'expliquer un petit peu ce qu'est la coopération, puisqu'aujourd'hui on confond partenariat et coopération, et donc un petit peu ouvrir un peu un débat là-dessus, sur un avis tranché. Et puis l'autre, le coup de cœur, c'est l'hommage que l'on rend demain à Mazahi avec 3 artistes shahabi qui viennent, dont son disciple Kamel Aziz, qui est celui qui est en devenir un des futurs grands maîtres, si les petits cochons ne mangent pas, enfin les petits cochons halal bien sûr. Bien évidemment. Jean-Marc. Tout d'abord, mon avis tranché portera sur la Cour de justice de la République. C'est un peu d'actualité. Et mon coup de cœur sera porté sur un livre qui a été écrit par Eddy Plenel. Eddy Plenel, ouais. Voilà, tout simplement. Très bien. On y reviendra bien entendu avec tout cela. Et vous, chers amis auditeurs, que vous allez pouvoir intervenir comme d'habitude au 01 40 33 9000. Et je rappelle aussi à tous les auditeurs, le coup de gueule de l'auditeur. Chaque jour, des coups de gueule que vous pouvez nous adresser, postés sur le mobile répondeur 06 18 21 56 41. Programme, ma foi, très riche et complet. Alors donc c'est parti, on peut ouvrir officiellement le LGF de ce vendredi 16 décembre par le zapping. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, et ce qui a fait le buzz depuis hier matin, depuis qu'il a fait cette annonce sur France Inter, c'est la suppression du 49.3 par Manuel Valls. Pourtant, ce dernier l'avait utilisé à plusieurs reprises. Écoutez plutôt, c'était hier matin. Pour faire passer une réforme importante, la loi travail en l'occurrence, nous avons dû nous résoudre à utiliser le 49.3, alors que pourtant il y avait eu une rediscussion sur la première mouture. J'ai déjà assumé les erreurs de communication sur cette première mouture, mais je connais parfaitement les effets pervers du 49.3. Je suis très lucide, et puis j'ai appris, et puis on prend du recul. Dans la société de la participation dans laquelle nous vivons, son utilisation est devenue dépassée et elle apparaît comme brutale. Donc, je proposerais que, hors texte budgétaire, parce que la nation a besoin d'un budget, je proposerais de supprimer purement et simplement le 49.3.
Hier soir, France 2 consacrait un reportage à Vladimir Poutine, le nouveau roi du monde. Retour sur un épisode en 2007, une rencontre avec Nicolas Sarkozy. Vous vous souvenez certainement de cet épisode où les journalistes nous avaient fait croire que finalement Sarkozy était complètement déchiré à la vodka. En fait, il n'en est rien. Retour sur cet entretien qui s'est pas passé comme Nicolas Sarkozy l'avait prévu. À plusieurs reprises, le président français s'est permis de critiquer la politique de Vladimir Poutine. Le président russe n'a jamais réagi à ces attaques, mais lors d'un tête-à-tête, Nicolas Sarkozy va lui en donner l'occasion. Nicolas Sarkozy, très sûr de lui, commence à dire « Avec moi, on va parler des sujets qui fâchent, et il n'y aura aucun sujet tabou. Les centaines de morts en Tchétchénie, pour moi, c'est inadmissible. Ania Politkovskaya, la journaliste russe assassinée, pour moi, c'est inadmissible. » Vladimir Poutine, écoute, commence par juste laisser parler Nicolas Sarkozy. Il l'observe et il laisse un temps de silence. Un temps de silence qui d'ailleurs installe une certaine gêne. Et puis il prend un air un peu narquois et lui demande « C'est bon, t'as fini là ?» Sarkozy « Oui. » Bon, alors, je vais t'expliquer. Tu vois, ton pays, il est comme ça. Mon pays, il est comme ça. Alors maintenant, de deux choses l'une. Ou bien tu continues sur ce ton et je t'écrase, ou alors tu arrêtes de parler comme ça. Et tu verras, tu viens juste de devenir président de la France, mais je peux faire de toi le roi d'Europe. On m'a juste dit que son discours était ponctué d'insultes, de propos humiliants, de façon à vraiment imposer sa volonté à Nicolas Sarkozy. Et Nicolas Sarkozy va être juste éberlué. Il n'en vient pas. Et Nicolas Sarkozy va avoir du mal à s'en remettre. Il est encore sous le choc de cette conversation lorsqu'il se présente à sa conférence de presse. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Alors, y a-t-il des questions? Dans la salle, tout le monde s'en rend compte. Et les journalistes s'amusent à penser que la rencontre avec Vladimir Poutine a été un peu trop arrosée de vodka. Les commentateurs de l'époque avaient oublié que Vladimir Poutine, lui, ne boit pas ou pratiquement pas, et Nicolas Sarkozy non plus d'ailleurs. On a eu cette interprétation sur la soi-disant ivresse de Nicolas Sarkozy, alors qu'il était en fait simplement KO debout du fait de l'humiliation que venait de lui infliger Vladimir Poutine. Nous avons évoqué tous les sujets, la Tchétchénie, la journaliste, les droits de l'homme, les droits des homosexuels. Nous l'avons fait calmement, sereinement, mais je l'ai fait sans aucune agressivité. Aux amis d'ailleurs, les images sur la page Facebook France Maghreb 2. Et séquence émotion à présent, ce matin avait lieu la dernière interview politique que ce monsieur exerce depuis plus de 25 ans maintenant, tous les matins sur Europe 1 à l'âge de 79 ans. Il a été remercié en tout cas pour cet exercice puisqu'il conserve quand même quelques rendez-vous sur la station Europe 1. C'était les adieux ce matin dans la matinale de Jean-Pierre Elkabbach. Jean-Pierre, je peux te dire un mot. Oui, un mot personnel est tout à fait simple. Pour ce dernier rendez-vous des matinales de la semaine, je veux remercier les auditeurs et les invités, les équipes et les personnels d'Europe 1. Ils m'ont permis de vivre ma passion de l'information. Plus que jamais, elle est en moi. Plus que jamais, elle est intacte. Du fond du cœur, je dis merci à tous, à vous aussi, Vincent Payan ce matin, et je dis à bientôt. Merci mon cher Jean-Pierre, ce matin c'est vrai que c'est un jour particulier pour vous, pour moi, pour nous tous. Ça fait 4 ans qu'on se réveille ensemble, vous et moi. À la rentrée, je mettrai mon réveil le week-end pour vous écouter dans la matinale le samedi et le dimanche. Évidemment, vous serez toujours aux commandes du grand rendez-vous sur Europe 1. Et moi je voulais simplement vous dire merci Jean-Pierre, et avec Julie, vous embrasser, l'aventure continue. On va le faire, voilà. Évidemment, vous avez trouvé le mot. Bonnes vacances. Merci Jean-Pierre et bravo. Et pour finir ce zapping sur France Maghreb 2, traitement inhumain et dégradant infligé aux migrants arrêtés à Alger
déportés dans le sud avant d'être expulsés suscitent une incompréhension et émotion. Les témoignages des migrants expulsés ne laissent planer aucun doute quant à la manière dont ils ont été traités en Algérie. Dans ce reportage, dont je vous propose d'écouter un extrait, un migrant déclare que certains d'entre eux ont été frappés et maltraités et qu'il y a eu, selon lui, des cadavres. Les Algériens on nous a maltraités. Ils ont tabassé les gens. Il y a eu des cadavres. 2 personnes. On nous a retiré nos biens. Les patrimoines, nos argents. Voilà pour ce zapping. Un petit commentaire de votre part, Akli et Jean-Marc. Qu'est-ce qui a retenu votre attention dans ce zapping ? Plusieurs choses, c'est alors effectivement, moi je trouve que c'est déplorable si ça a été faux migrants, mais en Algérie malheureusement il n'y a pas que les migrants qui sont tabassés, donc à la rigueur je dirais qu'ils n'ont pas eu un régime différent, parce que c'est vrai qu'il y a encore des choses à faire évoluer. L'autre élément, moi je trouve qu'effectivement c'est dommage, le premier qui a parlé là, Manuel je sais plus quoi, s'il avait été Premier ministre de la France, je pense qu'on aurait été sauvé dans le dialogue social, on aurait peut-être eu un Premier ministre de dialogue qui aurait pu réconcilier la CGT, écouter et peut-être ne pas nous faire une loi travail aussi désastreuse, mais c'est dommage qu'il n'ait pas été Premier, je le répète, faudra que je retienne le nom au cas où il fait d'humour. Ou alors s'il a pris du recul, il y a peut-être besoin encore de 5 ans de recul davantage, ça va faire ça prend un truc. L'autre élément, je pense que sur une réaction sur Poutine, je pense que Poutine lui a parlé vrai, quoi. Je pense qu'il va falloir que les gens comprennent que la Russie c'est la Russie, quoi, et que elle a un poids, et que en tous les cas en matière de politique, etc. Ils ont décidé de revenir sur la scène internationale, ce qui est intéressant, parce que c'est vrai quand c'est unilatéral, ça devient compliqué. C'est vrai qu'il est intéressant d'avoir quand même le pendant, et donc voilà. Et puis il y avait un autre sujet qui était assez intéressant. Oui, qui était le troisième, hein, donc Jean-Pierre Elkabbach. C'est pour ça que je vais te dire. Là, j'aurais bien voulu appeler Georges Marchais pour qu'il lui réponde. Taisez-vous Elkabbach. Je crois qu'effectivement, il est temps aussi que les gens partent en retraite. 79 ans. Hein. Ouais, 79 ans. Le gars, il part en retraite. Il garde encore des émissions. Et il sera en négociation pour une interview politique sur la télé. Moi, je suis cohérent. Je suis pour la retraite à 60 ans. Donc, je pense qu'effectivement, que ce soit en politique, que ce soit partout, il est temps que les gens à 70 ans, je pense que même celui qui veut faire un petit peu gazé, il est bon déjà à partir de 70 ans que les gens repartent. Donc pour paraphraser Georges Marchais, qu'il repose en paix, taisez-vous Elkabbach. Monsieur Jean-Marc. Ce qui a retenu mon attention, bien sûr, Emmanuel Valls pense que le peuple n'a pas de mémoire. Ouais. C'est un petit peu choquant, comment on peut retourner sa veste de cette façon. D'autre part, en ce qui concerne la soi-disant entretien qu'a eu Poutine et Sarkozy, je dirais encore que chaque pays a sa spécificité et qu'on doit respecter le fonctionnement du pays. On peut pas créer la même démocratie. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous. Et donc depuis ce matin du côté de Bordeaux a lieu là le forum économique France Maghreb. Et pour nous en parler, nous le présenter, Tarek Mami, qui a rencontré le président, l'organisateur de cet événement. Nous sommes à Bordeaux, la chambre donc du commerce international, place de la Bourse, que tous les Bordelais connaissent, pour couvrir la convention Europe-Afrique du Nord, le spot qui tourne et qui parle de la convention économique France-Maghreb. Convention donc qui met en rapport les hommes d'affaires du Maghreb et de France pour donc faire de l'activité économique, pour donc mieux se connaître, pour mieux décider ensemble. Et il s'agit cette année donc de la 14e année. Et nous avons avec nous le président, l'organisateur, le responsable de cette belle opération, Monsieur Mohamed Louadoudi. Monsieur Louadoudi, bonjour. Bonjour. Bonjour sur France Maghreb 2. Nous sommes partenaires avec vous dans cette belle opération de convention économique France-Maghreb. Pourquoi Bordeaux? Puisque pendant 13 ans, vous étiez plutôt le Parisien de France-Maghreb, et là vous devenez le Bordelais de la convention France-Maghreb. Écoutez, les bonnes choses ont une fin, et je pense que aujourd'hui en France, c'est bien d'aller aussi dans les villes de province
faire découvrir ces villes aux entreprises maghrébines, aux visiteurs, et puis aussi de partager dans des villes comme Bordeaux un événement international. Alors aussi Bordeaux, parce que c'est quand même une ville qui a une vocation euro-méditerranéenne. C'est vrai qu'on pense tout de suite à Marseille, mais Bordeaux, elle a aussi un positionnement particulier. C'est une ville qui accueille la plus grande communauté d'étudiants maghrébins sont à Bordeaux. Elle a une vieille tradition de collaboration avec les pays du Maghreb, et puis il y a des jumelages qui existent avec des villes du Maghreb. C'est ce que j'allais vous dire, donc allez-y pour les jumelages. Voilà, alors donc elle est jumelée avec la ville d'Oran et avec en Algérie, de Casablanca, au Maroc. Et donc ce qui fait que Bordeaux, il y a une grande sensibilité. Ici, nous avons trouvé à peu près 300 sociétés qui travaillent avec le Maghreb. Ce n'est pas encore assez, puisque le nombre d'entreprises ici, il dépasse les 100 000. Donc il y a un potentiel de prospection qui est très important. Et donc notre objectif, c'est d'attirer plus d'entreprises vers les pays du Maghreb. Et je suis content d'avoir vu tout à l'heure des sociétés de Toulouse qui sont venues à Bordeaux pour trouver des solutions. Alors, au Palais de la Bourse, 2 jours de travail, une journée ouverte, donc introduction le matin, réunion des uns avec les autres, mais autour de tableaux rondes. Et demain, c'est, j'allais dire, le clou du spectacle, parce que demain, les hommes d'affaires du Maghreb et de France vont se mettre dans des petits coins de cette belle salle. Chacun va faire son propre petite affaire. C'est de l'argent, c'est de l'emploi, et donc demain, c'est le concret. Aujourd'hui, c'est une espèce de présentation globale des potentialités d'ici et de là-bas. En fait, non, c'est en parallèle. C'est-à-dire qu'en même temps, on a la salle de conférence, les rendez-vous B2B se déroulent en même temps, parce qu'on peut pas demander aux entreprises de revenir 2 fois. Vous savez qu'aujourd'hui, le temps est compté. Donc nous avons concentré tout l'événement sur vendredi pour ce qui concerne les conférences et le B2B. Alors les conférences, c'est important parce que ça fait découvrir des sociétés, des activités nouvelles. Et puis c'est dans les conférences qu'on fait des liens avec les entrepreneurs. Par contre, l'exposition permanente, c'est-à-dire les B2B, ils ont démarré depuis ce matin. Vous voyez, donc les gens sont en train d'échanger. Et demain, nous avons prévu une visite symbolique de l'hôtel de ville de Bordeaux, qui a la salle de conseil est un monument historique qui a connu la Révolution française. Et donc, il y a une visite qui est organisée et qui va être dirigée par le maire adjoint de Bordeaux pour voir aussi la coopération décentralisée avec les collectivités locales. Alors je rappelle qu'au Bordeaux, son maire est M. Juppé, qui a été candidat à la présidentielle. Et donc c'est une ville aujourd'hui qui rayonne dans sa zone géographique. Aujourd'hui, elle est à 3 heures. Et comme vous allez vous installer ici pendant quelques années de suite, comme vous l'avez fait à Paris, dans quelques temps, ça va devenir 2 heures entre Bordeaux et Paris. Le spot qui tourne sur France Maghreb 2 dans tous les détails. On va juste rappeler, M. Louedadi, le site internet pour ceux qui sont intéressés par l'économie. Absolument. Donc les auditeurs de France Maghreb peuvent se connecter toute l'année sur www.france-nordafrica.com et sur ce site ils vont trouver le contact, et j'ai le plaisir d'annoncer dès maintenant que la prochaine édition aura lieu, Inch'Allah, les 15 et 16 décembre 2017. Les 15 et 16 décembre 2017. Et l'édition 2017 va avoir une spécificité, c'est qu'elle sera plus ouverte sur le grand public, puisqu'on va avoir une exposition en parallèle. En tout cas, merci pour France Maghreb pour le soutien. France Maghreb 2, sinon je vais me faire tirer les oreilles dans le studio tout de suite. Alors, France Maghreb 2, France Maghreb 2, France Maghreb Jouge. Merci, c'est Mohamed. Merci. Il a juste oublié en kabyle quand même. Ça aurait été bien, non? France Maghreb. Sin. Voilà. Merci, monsieur Akli. Voilà, monsieur le président, donc, du forum économique France Maghreb qui se déroule donc à Bordeaux. Tarek Mami revient tout à l'heure avec un ex-ministre algérien qu'il a rencontré là-bas. Donc, il semblerait qu'on fasse beaucoup d'affaires durant la tenue de ce forum économique à Bordeaux. Voilà. On est de retour donc avec vous sur France Maghreb 2, bien sûr pour ce LGF. Et passons maintenant directement, sans perdre de temps, aux avis tranchés. C'est parti, messieurs. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Allez, on va commencer par notre ami Akli, ça fait longtemps, hein, Akli Melouli, pour nous parler de coopération. Oui, alors moi j'ai dans la période où on vit, où souvent les gens parlent de vivre ensemble, d'un certain nombre de choses, de relations internationales, etc. Je pense que le terme galvaudé, on a parlé de quand on fait de la coopération industrialisée, qui n'en est pas réellement une, on en a parlé juste avant, et là en l'occurrence c'est en lien avec ce colloque, c'est de la coopération. La coopération en réalité c'est quoi? C'est pas du partenariat. Une coopération, il y a le mot solidarité dedans, c'est-à-dire que pour coopérer, il faut être deux ou plusieurs, mais au moins deux, et avoir un diagnostic partagé et une vision partagée. À partir du moment où on a un diagnostic partagé, une vision partagée, on coopère, c'est-à-dire qu'on est co-solidaire de ce projet, et non pas on est partenaire sur des petits intérêts. Donc on doit, pour coopérer, il faut, je vous dis, un diagnostic et une projection. Et aujourd'hui, on voit bien que la politique internationale, les soi-disant politiques de coopération sont tout sauf de la coopération, puisque le but est de spolier l'autre et non pas d'aider l'autre à un développement harmonieux ou à la dignité humaine. Et donc on le voit bien, on pourrait là en l'occurrence, quand les pays occidentaux parlent de coopérer pour la paix, par exemple en Syrie, pour coopérer en Syrie, encore faut-il que les Syriens se soient concernés, et que quand on livre des armes à des gens, on peut pas s'étonner après qu'il y ait une guerre et qu'elle soit sale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on veut créer la démocratie, c'est un processus politique et par le dialogue plutôt que par les armes. De toute façon, quand il y a des armes, il faut qu'elles se taisent. Et donc on est loin des principes de coopération, mais on est dans des principes de répression, de spoliation, et donc tous ces principes qui en l'occurrence ne sont pas des principes générateurs de coopération, eh bien sont à l'œuvre. Et aujourd'hui, quand on parle de coopération, la coopération, je le dis, c'est un diagnostic partagé, une vision partagée et un processus partagé qui est mis ensemble en place. Et coopérer, c'est effectivement l'axe solidaire, c'est-à-dire qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ta vie et qu'est-ce que tu peux faire pour améliorer la mienne. C'est pas juste qu'est-ce que je peux faire pour m'enrichir sur le dos de tel pays. Aujourd'hui, en Afrique, on fait tout sauf de la coopération. Et j'aimerais bien qu'on revienne à des valeurs. Et je pense que notre politique internationale serait bien inspirée, plutôt que de parler aujourd'hui des faux débats sur les migrants et tout ça. Si on avait mis des réelles politiques de coopération, on n'aurait pas ce problème-là. On parlerait de mobilité internationale, parce que les gens seraient aussi bien là où ils sont que là où on est. Et donc on n'aurait pas ce problème d'une Méditerranée où les gens vont mourir, alors que cette Méditerranée est la mer nourricière, comme l'appelaient les Romains, si effectivement on était dans un réel processus de coopération. Et donc je voulais avoir cet avis tranché en disant il est temps que l'on mette en place de la coopération et non pas de la désinformation sous couvert de coopération décentralisée ou recentralisée ou externalisée. La coopération, c'est la coopération, c'est solidaire avant tout. Monsieur Jean-Marc Zebellus, la définition de coopération de Akli Melouli vous convainc-t-elle? Ouais, tout à fait, il n'y a rien à rajouter. Je suis tout à fait d'accord à dire qu'une coopération, il faut un diagnostic, il faut qu'il y ait une volonté commune, il faut qu'il y ait un objectif commun pour pouvoir justement aboutir, atteindre les objectifs fixés. Et non, les choses ne doivent pas être faites de façon unilatérale. Tout à fait, donc ça perd tout son sens si on rentre pas dans ce cadre. Très bien, donc coopérer, c'est important, enfin remettre les choses dans leur contexte, surtout c'est ce que tu as cherché à nous faire aujourd'hui, donc Akli, au travers de ton avis tranché. Alors avec Jean-Marc Zebellus, on va parler d'autre chose. Alors aujourd'hui, on va parler de la Cour de justice de la République. C'est une cour qui a été créée lors de la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 sous François Mitterrand. Alors cette cour est composée en principe de 15 membres, dont 12 parlementaires élus, 3 juges du siège de la Cour de cassation. Et nous avons dans cette composition aujourd'hui 7 membres du Parti socialiste, 7 élus, 4 du PR et 1 de l'UDI. Et je dois dire que pour saisir cette cour, tout le monde peut le faire. En revanche, on va avoir un filtre assez important, puisqu'on va avoir le chef d'accusation sera vu par les membres, sera voté par les membres à la majorité absolue et à bulletin secret. Donc ce qui me paraît un petit peu douteux, c'est la composition dépendra de la majorité parlementaire, forcément. Et cette juridiction peut être saisie par tout le monde, mais ça va pas forcément aboutir, puisque
elle sera forcément filtrée. Et cette juridiction aura pour but, en fait, de juger des ministres qui auraient commis des délits et des crimes dans l'exercice de leurs fonctions, aussi des infractions qui seront commises en dehors de ce cadre. Je dois dire, ce qui attire aussi mon attention, c'est que actuellement, ce qui fait un petit peu, qui est d'actualité, c'est que Christine Lagarde, qui a été mise en cause par cette juridiction aujourd'hui, on a demandé la relaxe. Donc, et à chaque fois que quelqu'un a été mis devant cette cour, il n'y a pas eu de peine de prison prononcée, sinon avec sursis. Notamment, on a eu les affaires du sang contaminé, on a eu l'affaire de Charles Pasqua, et ces gens n'ont jamais été condamnés, ce qui peut paraître un petit peu douteux et qui, pour moi, n'entre pas dans un principe démocratique. Donc, je pense aussi, lors des élections, ce qui devrait faire partie des programmes, c'est aussi remettre en question la composition de cette Cour de justice de la République. Qu'en penses-tu, mon cher ami Akli ? Moi, je pense, pas mieux, quoi. Je crois qu'il faut effectivement que une cour de justice soit une cour de justice. C'est pas une cour de récréation ou une cour partisane. C'est pas la cour du roi Soleil. Et j'ajouterais à celle-là, je voudrais parler aussi de la cour de justice internationale, parce que je crois qu'elle est la cour de justice pour juger des, entre guillemets, souvent les Africains. On a amené quelques gens des pays de l'Est, mais je crois que la justice dans le monde va pas bien. Et c'est vrai que les injustices perdurent, et on le voit un peu partout. C'est vrai que on l'a vu avec le journaliste algérien qui est mort, alors qu'on n'a pas à mourir pour ses opinions, quel que soit ce que l'on pense. Je crois que dans une démocratie, et y compris dans le monde entier, quand on est porteur de démocratie, les gens ne doivent pas mourir pour leurs idées. Au contraire, ils doivent pouvoir les défendre, pouvoir les exprimer. Ils doivent pouvoir vivre justement avec leurs idées et vivre leurs idées. Et donc, je trouve qu'effectivement, moi, je serais aussi, je parlais de cette cour de justice là, mais sur la cour de justice internationale, je suis aussi partisan qu'elle puisse s'autosaisir, qu'elle soit réellement une cour de justice et non pas une parodie de justice, et que tous les politiques, tous les gens à la Cour de justice internationale puissent être traduits, qu'ils soient américains, russes, congolais, algériens ou autres, doivent tous passer. Et je pense que en Syrie, par exemple, s'il y avait une cour de justice impartiale et que les gens étaient traduits en justice, on serait assez surpris des tenants et des aboutissants de ce qui pourrait se passer. Et moi, je suis favorable, y compris tous ceux qui oppriment les peuples, quel que soit l'endroit, soient traduits devant cette cour de justice internationale. Encore faut-il qu'elle soit réellement une cour de justice internationale. Et a-t-elle vraiment une légitimité ? C'est ça. Tant qu'elle jugera que les Africains, elle n'aura pas de légitimité. Peuvent réagir évidemment en nous appelant au 01 40 33 9000 bien sûr, en direct sur France Maghreb 2, pour réagir donc aux différents avis tranchés de notre ami Akli et de Jean-Marc sur la coopération, enfin la définition qu'on fait en tout cas Akli, et sur la Cour de justice donc de notre ami Jean-Marc Zébélus. À suivre dans un instant l'invité, toujours un invité rencontré du côté de ce forum économique France Maghreb qui se déroule, je le rappelle, à Bordeaux, où Tarek Mami se trouve. Nous aurons un ex-ministre algérien que tu dois peut-être connaître, mon cher ami Akli, qu'on proposera d'écouter dans un instant. Pour l'heure, un petit tour du côté du standard au 01 40 33 9000. Hop, je prends un appel au hasard. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur, quel est votre prénom? Oui, c'est Méziane. Bonjour Méziane, vous nous appelez d'où Méziane? Enfin, je suis au volant, pas trop loin de Saint-Denis, quoi. D'accord, vous êtes en pair ou impair, vous? Non, je suis professionnel, donc très bien. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler aux auditeurs qu'aujourd'hui, donc c'est la circulation alternée, seuls les véhicules pairs ont le droit de rouler, hein, c'est ça. Et demain, ça a été reconduit, donc ce seront autour des véhicules impairs qui pourront effectivement rouler dans Paris, mais aussi dans 22 communes proches de Paris. Exactement, il me semble, ouais. Mais en tant que professionnel, ça va, j'arrive à... Taxi, VTC, vous êtes quoi, vous? Non, je suis dans le secteur de bâtiment, voilà. Dans le bâtiment, très bien. Alors, on vous écoute, qu'est-ce qui se passe, Méziane? Alors, il me semble que le sujet d'aujourd'hui, c'est par rapport à la Syrie. Oui, bien sûr, on parle de la Syrie, on va en parler dans un instant. Oui. La Syrie, je vais être bref. Hein. Moi, je suis du côté, malheureusement, je ne sais pas si c'est malheureusement, heureusement, je suis du côté de Bachar al-Assad, je vous explique. D'ailleurs, il est chez lui, ça c'est d'une. Donc, les Occidentaux, ils sont partis le faire basculer, dénigrer toute cette population, y compris lui-même, hein, qui est légitime, bien sûr. Qu'il soit dictate ou pas, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. La dictature, elle commence par la Chine et par la Corée du Nord, bien sûr. Elle commence pas chez les Arabes, ni chez les Africains. Ça, c'est d'une. Et secondo, c'est que le gros problème des Français maintenant, c'est comment ils peuvent liquider ce
qu'ils ont construit, ce qu'ils ont fabriqué comme Daesh. Ça, c'est un gros souci pour les Occidentaux. Voilà. Ce n'est plus l'affaire de Poutine. Poutine, il se mêle pas pour le Daesh ou les États islamiques. Il n'a rien à foutre pour ça. C'est pas son souci. Le souci actuellement Daesh, comment ils vont exterminer ce groupe alors qu'ils vont sauver cette victoire. Ils veulent sauver cette victoire. Ils sont du côté de Daesh. Donc, comment ils vont faire? Ils ont subventionné le terrorisme, ils ont subventionné les islamistes. Maintenant, leur problème, c'est Daesh. Comment? Où? Dans quel terrain ils vont l'exterminer? Donc, c'est facile. La voie est libre, ça sera là, en Libye. Et Libye, ils sont en train de préparer la paillasse et ils sont bienvenus, ils vont les exterminer là-bas. Autrement, en Syrie, ils peuvent rien faire. Donc cette guerre, elle sera exportée, elle sera directement en Libye. Voilà. Bon, ça a déjà commencé pour la Libye. Merci Méziane en tout cas pour votre avis. Alors c'est vrai que dans ce conflit, on va en parler aussi avec vous, messieurs. Moi, ça commence à m'agacer de mettre les gens dans des camps, dans des cases. Soit alors t'es contre Bachar et donc t'es du côté des rebelles et des. C'est un petit peu dommage. Et soit alors t'es de l'autre côté. Moi, je suis ni l'un ni l'autre personnellement. On essaie avec lucidité d'analyser la situation déjà un peu plus complexe syrienne. Il y a des choses qui ont été dites par Méziane qui sont vraies, d'autres beaucoup moins vraies. Bachar el-Assad, je le rappelle, est un dictateur, ça que tout le monde l'entende et qu'on s'entende là-dessus. Cela dit, aujourd'hui on essaie comme ça de faire passer ces pseudo-rebelles qui sont ni plus ni moins des terroristes pour des gens qui veulent libérer le peuple syrien. Attention qu'on ne se méprenne pas. Et moi, ça m'agace de voir que sur les réseaux sociaux, on condamne soit l'un soit l'autre. Il n'y a pas à condamner, chacun a son avis. On doit être capable de pouvoir analyser la situation de la Syrie avec lucidité et surtout dépassionner les choses. Je rappelle quand même que les principales victimes sont le peuple syrien et c'est facile, nous, d'ici de Paris, confortablement assis nos fesses sur notre canapé, en train d'essayer de condamner l'adversaire avec qui on n'est pas d'accord. C'est pas comme ça que ça se passe. Pensons d'abord et avant tout aux victimes et cessez, s'il vous plaît, je vous en supplie, je vous en conjure, à tous ces donneurs de leçons d'arrêter. Vous n'avez pas d'argument de toute façon, si ce n'est de répéter ce que vous entendez à longueur de journée, soit sur BFM TV d'un côté, soit sur El Jazeera de l'autre. Arrêtez, ça suffit. La propagande, ça a assez duré. La guerre, c'est sale, vous le savez tous, et ça se joue aussi à coup de propagande. Et que vous le vouliez ou non, la Russie aujourd'hui, s'en voit renforcer Poutine et peut-être d'ailleurs aujourd'hui avec cette histoire de la Syrie, peut-être l'homme devenu l'homme le plus puissant au monde. Il y a qu'à voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui sur la scène et faire un peu de géopolitique. Vous êtes d'accord ou pas avec moi là-dessus? Je suis tout à fait d'accord parce que le débat il est beaucoup trop passionné et puis on prend des positions par rapport à ses émotions, par rapport à ses sensibilités. Mais en fait, il faut quand même rester assez neutre sur ce type de sujet. Et puis, il faut pas se contenter de regarder des spécialistes qui ont jamais mis le pied sur le terrain et qui vous décrivent le terrain, qui vous décrivent comme tous ceux qui parlent de la Syrie, ils savent même pas où ça se trouve sur une carte d'ailleurs. Et sans avoir les tenants et les aboutissants et qui vous disent qu'ils sont fiers de voir des peuples qui sont déportés, mais ils sont déportés, on les enlève de leur maison, on les enlève de leur terre pour aller où? Et comment ils vont faire après? Comment ils vont retrouver? C'est terrible. Moi, je dis que c'est dramatique ce qui se passe. C'est extrêmement grave, c'est certainement sans précédent, mais je dois dire aussi, entre-temps, la Palestine se meurt. Ah bah ça évidemment, la Palestine se meurt, mais ça fait des années. Tout le monde s'en fout de la Palestine, sauf quand il y a un peu de spectacle comme en 2014 malheureusement. Vous savez, c'est ça les gens aussi. Il leur faut des morts, il leur faut du sang, il leur faut des images, quitte même à ce que ça soit des images fabriquées dans des studios hollywoodiens, parce que vous allez pas me faire croire. Moi, encore une fois, je veux pas remettre en cause quoi que ce soit, mais excusez-moi de m'interroger sur le fait de voir ces vidéos de ces gens qui sont à Alep et qui n'ont plus d'eau et plus d'électricité, qui sont quand même capables de pouvoir poster des vidéos sur Facebook ou sur Twitter. Arrêtez de prendre des gens pour des cons. Et le problème, on nous parle de Daesh, mais on ne sait pas c'est quoi, qui fait quoi, qui est comment. On nous met un terme générique et tout le monde planche dedans. On mélange l'islam, on mélange un peu tout, le terrorisme. Je pense qu'il faut garder un petit peu la tête froide et œuvrer comme on le peut pour pouvoir dénoncer ces crimes. On peut toujours montrer son mécontentement, mais avant tout, il faut savoir qu'il y a des victimes et que ferons-nous de ces enfants qui vivent cette horreur? Que seront ces enfants, cette génération future? Que deviendra-t-elle, cette génération qui est brisée psychologiquement et physiquement? Akli, on t'entendra là-dessus dans un instant, puisqu'on va en parler. Je vous donnerai en tout cas les dernières informations, parce que ça a encore bougé sur le terrain ce matin. Vous savez qu'il y a une évacuation qui a été suspendue ce matin. Pourquoi? Justement, parce qu'a priori,
les pseudo-rebelles, comme on les appelle, n'ont pas respecté l'accord. On y revient dans un instant, et on écoutera aussi l'ex-ministre algérien des Finances rencontré au Forum économique à Bordeaux, le Forum économique France-Maghreb, qui a interrogé Tariq Pammi dans un instant, et vous allez pouvoir intervenir. Mais s'il vous plaît, on n'est pas du même avis, peut-être, il n'y a pas de souci, mais on se doit de se respecter. Quand je vois sur certains médias assumer, je ne le citerai pas, mais au bout d'un moment, je crois que je vais le citer un jour parce qu'il commence à m'agacer celui-là, sur Internet, ces propagandistes là qui insultent les gens sous prétexte qu'on ne soit pas d'accord avec la ligne générale, et ces pseudo-penseurs et analystes qui croient également parler donc de la situation en Syrie alors qu'ils sont le directeur de l'observatoire d'un autre pays qui d'ailleurs est très agissant dans le conflit. Ça suffit, les donneurs de leçons, rentrez chez vous. LGF avec aujourd'hui Akil Menouli et Jean-Marc Zébélus qui sont avec nous aujourd'hui pour parler de l'actualité. Alors je vais vous donner, avant de te laisser la parole mon cher ami Akil, pour que tu puisses nous donner ton avis sur la situation en Syrie, sur ce qui se passe, les toutes dernières informations. On se rappelle de l'évacuation donc suite à un accord trouvé qui avait démarré, et là ce matin ordre d'évacuer Alep pour la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de quitter donc l'est de la ville syrienne. Après la suspension de l'évacuation des civils et des rebelles, l'arrêt a donc été annoncé par la Syrie qui a évoqué des obstructions. Donc l'arrêt de ces évacuations, situation donc à Alep qui donne lieu encore et toujours à une intense activité diplomatique, faut le dire. Aujourd'hui, le Conseil de sécurité de l'ONU va se réunir pour que puissent se déployer dans la ville des observateurs internationaux. Ils seraient chargés justement de surveiller ces évacuations quand elles vont reprendre. Et Vladimir Poutine, lui, voit plus loin. Le président russe, qui se trouve toujours en déplacement à l'étranger, à Tokyo, compte lancer des discussions avec pour objectif d'obtenir un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire syrien, qui pourrait se tenir avec la Turquie, car depuis plusieurs jours, la diplomatie russe laisse entendre qu'elle va changer d'interlocuteur pour régler la question syrienne. En tout cas, en début de semaine, Sergei Lavrov avait qualifié d'ailleurs les discussions russo-américaines de causerie sans résultat, et il avait souligné que la coopération avec la Turquie pourrait être plus efficace. Vladimir Poutine officialise donc cette option avec cette annonce de négociation intersignelle au Kazakhstan sous l'égide de la Turquie et de la Russie. C'est donc l'éviction quasi officielle des États-Unis et des pays occidentaux du dossier syrien. Même si Vladimir Poutine affirme que ces discussions auront lieu en parallèle de celles de Genève, histoire peut-être de ne pas exclure totalement les Nations Unies. En tout cas, le Kremlin, lui de son côté, dénonce des accusations. Après la mise en cause de la Russie, mais ça c'est une autre chose, on en reparlera dans un instant, par rapport au fait que la Russie serait intervenue dans l'élection de Trump. Akli, sur tout ça, sur la géopolitique, sur la diplomatie très intense, la Russie, le principal acteur de la crise syrienne aujourd'hui. Forcé de le constater, non? Ah oui, ça, faut pas avoir fait Sciences Po pour le constater, c'est sûr. Et moi je veux dire, le monde n'est pas un monde binaire. Ça ne veut absolument rien dire pour ou contre, parce que être pour ou contre, c'est forcément rentrer dans la guerre, de façon philosophique, mais c'est rentrer dans ce principe de la guerre. La seule chose pour laquelle je suis pour, c'est la paix. Et là, c'est là où ça change la donne. Parce que je m'excuse, mais quand même, il faut se rappeler que nous devions apporter la démocratie déjà avant la Syrie à 3 pays. Alors je vais les redonner dans l'ordre. Ouais. En Afghanistan, ouais. Ils nous attendent toujours. En Libye. Qu'est-ce qui se passe maintenant? On a des bandes armées qui ont mis en coupe, pour enlever un dictateur, on a des bandes armées qui ont mis à Libye sous coupe réglée, et des armes qui se baladent avec les risques qu'il y a au Mali, en Algérie, où c'est une région entièrement qui est déstabilisée. Ouais. Alors c'est bien beau ces territoires de jeu, parce que les Américains, on parle d'interlocuteurs, la France, on est loin de tout ça nous, mais il y a des gens qui vivent autour et qui se retrouvent effectivement victimes, les populations sont victimes de tout ça. Et à l'arrivée, on a continué avec l'Irak. C'était avant la Libye, puisqu'on est là pour se rapprocher, et maintenant avec la Syrie. Moi, je ne comprends pas que pour enlever un dictateur, soi-disant pour apporter la démocratie, on soit obligé d'armer une rébellion. Qui devient terroriste, rebelle, appelons comme on veut, c'est pas le but du jeu. Ensuite, il y a l'indignation parce que nous montre des photos d'enfants qui meurent comme si une guerre pouvait être propre, comme si dans une guerre les civils n'étaient pas des victimes, comme si les terroristes, les rebelles, etc. ne se protégeaient pas dans les civils, n'essayaient pas de se fondre dans la masse. Comment voulez-vous savoir quand vous êtes avec des snipers s'il est civil ou pas civil? Bien sûr que ça devient complexe, bien sûr que ça devient un terrain de jeu. Et quoi qu'on en pense, Bachar el-Assad défend son pays. À la rigueur, est-ce qu'on peut effectivement? Alors moi, je trouve que
que ces gens qui sont binaires, je suis là, sont dangereux. Et moi, je vais vous dire ceux que ça concerne. Bien sûr que ça concerne la Turquie, mais ça concerne l'Iran, ça concerne d'autres pays des alentours. Mais je suis pas sûr qu'on ait les intérêts. Je ne crois pas que les intérêts, quand on arme des gens, c'est d'apporter la démocratie. Je n'y ai jamais cru. Je vous l'ai dit, et c'est la voie diplomatique qui crée la démocratie. C'est par les voies diplomatiques. Et vous savez que les Occidentaux, avec la puissance qu'ils ont, notamment sur les ressources, les matières premières et tout, ont les moyens de faire plier beaucoup de gens, et surtout ces pays sans forcément être obligés d'armer. Mais sauf si effectivement il y a d'autres enjeux. Et moi je vais vous dire, en Irak, les puits de pétrole continuent à fonctionner, même si la population vit mal et vit sous les bombes et sous le terrorisme et est en coupe réglée par des voyous et des bandes de terroristes. Ouais. Et bien en tous les cas, le pétrole continue à être vendu. Les puits de pétrole n'ont pas été incendiés, n'ont pas été bousculés. C'est marrant comme quoi on peut préserver des choses et pas d'autres. Et ben, je reviens tout à l'heure à la coopération. Si les pays veulent faire de la coopération pour changer le monde, faire un monde plus humain, plus juste, plus équitable, eh bien, chiche, mais je ne crois pas que ce soit les buts qui soient poursuivis actuellement, y compris en Syrie. Allez, on va prendre l'avis d'un auditeur pris au hasard au 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est Méziane encore. Enfin, bonsoir Méziane. Un autre, oui. Je vous salue, je tiens à remercier monsieur Akli, c'est Akli je crois. Hein? Akli. Oui. Bonsoir Méziane. Eh bien, bravo, vous avez une analyse qui me convient très bien. Maintenant, moi, j'aurais voulu vous faire part d'une information que vous avez certainement entendue. Allez-y. C'est que Donald Trump a nommé un ambassadeur en Israël. Oui, on va en parler tout à l'heure, ouais, c'est incroyable. Et il a dit, voilà, je suis l'ambassadeur américain en Israël, à Jérusalem, la capitale éternelle d'Israël. Ne pensez-vous pas que c'est déjà une provocation qui commence une mauvaise augure par rapport à la suite? Ah, mais il est même en train de faire passer quasiment, excusez-moi du rapprochement, mais en tout cas de l'exemple pris, mais il est peut-être même en train de faire passer Netanyahou comme un homme de gauche, hein, vu ses positions qu'il a, très ultra droite, cet ambassadeur américain nommé donc par Donald Trump. Est-ce que c'est de la diplomatie ou est-ce que c'est une provocation délibérée? C'est pire qu'une provocation. C'est même pas une provocation. C'est une intention délibérée. C'est même pas de la provocation, parce que c'est matérialisé. Si on veut la paix dans ce monde, on parle de diplomatie. Là, on n'est plus dans la diplomatie, on est dans l'agressivité verbale. Non, mais il est qui lui pour décider de ce qui était la question, puisque il y a effectivement une solution à deux États, il y a des résolutions de l'ONU. Enfin, je comprends pas comment on peut remettre en cause les choses, et ça c'est inquiétant pour l'avenir. Est-ce qu'Israël a respecté les résolutions? Non, elle a déjà pas, mais parce que pourquoi elle n'a pas respecté? Parce que les Américains les encouragent dans ce sens-là. Donc à un moment donné, il va falloir qu'effectivement le monde se vise. En tous les cas, moi ce que je peux vous dire, que ces positions sont pas de bon augure pour le peuple palestinien. On en reparlera en tout cas tout à l'heure. Excusez-moi, avez-vous vu le reportage hier soir sur Poutine? Oui, enfin moi je l'ai vu en partie, oui. Bon, ben ça corrobore toutes les analyses que nous faisons à la radio là. Bah oui. Parce que les Américains ont décidé une fois pour toutes d'être les maîtres du monde, avec la complicité de ceux qui partagent le pouvoir du mondialisme avec une élite mondiale. Et on sait qui c'est. On sait, mais bon, ça sera peut-être plus d'actualité pour l'instant. En tout cas, le temps que Barack Obama s'en aille, on verra ce qui va devenir avec Trump, qui est plus un russophone que Barack Obama. À notre avis, avant de prendre notre invité du côté de Bordeaux. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir madame, quel est votre prénom? Alors attendez, j'éteins ma radio. Hein. Oui, voilà, c'est plus prudent, effectivement, je vous en prie. Je crois que c'est Nadera, si je l'ai reconnu, du côté de Clermont-Ferrand, qui nous appelle. À la radio, elle est où là? Oui, bonsoir, je fais Nadera de Clermont-Ferrand. Bonsoir Nadera. Bonsoir à monsieur Akli et bonsoir à monsieur, je ne connais pas son nom, monsieur Jean-Marc. Bonsoir Nadera. Et bonsoir, à tous les auditeurs, bonsoir. Eh bien, moi je voulais donc toujours sur la Syrie. Donc on assiste à une véritable propagande de la part de la France, médiatiquement et politiquement, et par des journalistes et des politiques. Et de l'autre côté, on a les États-Unis qui nous, je pense que c'est encore depuis donc ce qui est arrivé en Irak, on connaît les mensonges que peuvent proférer les États-Unis. Alors si je peux me permettre, Nadera, pardon, excusez-moi de vous couper, mais juste pour appuyer votre propos, cette propagande aussi orchestrée par énormément de personnes dans la communauté via des réseaux médiatiques.
Ouais, mais je pense qu'ils s'appuient sur ce qu'ils voient et ce qu'ils entendent tous les jours sur BFM et compagnie. Oui. Voilà. Ce qu'ils veulent bien Et entendre. ils ne cherchent pas plus loin. Je pense que les États-Unis et l'Occident et la France plus particulièrement, puisqu'elle est en conflit avec pas mal, elle intervient dans pas mal de pays. 7 et conflits dans le monde. et en fait, ils voulaient le même scénario qu'en Libye. En Syrie, et là, étant donné que cela fait 5 ans que le conflit dure et que les Américains et la France regardent sans mis à part armer les rebelles comme ils le disent et les opposants, c'est tout ce qu'ils peuvent faire. Donc ils auraient voulu le scénario, mais donc ils se défendent, donc ils jettent les dernières pierres. Hein. C'est la propagande française en disant que Bachar el-Assad tue, etc., etc. Et les Américains en nous disant que le Poutine serait intervenu dans les élections présidentielles aux États-Unis, c'est complètement, c'est une aberration totale. Bon, merci Nadera pour votre point de vue, en tout cas du côté de Clermont-Ferrand. Allez, on va passer tout de suite, on va filer à Bordeaux, une très belle ville d'ailleurs, Bordeaux. Vous connaissez, messieurs? Tout à fait. Bordeaux, Akli? Tout à fait, très bien, tout à fait. Ah ouais, vous avez fait une petite promenade sur les quais là? Oui, sympa. sur les quais, le centre-ville. D'ailleurs, il paraît que Juppé est un très bon maire. Oui, tout à fait. Paraît-il. Ah, oui, il paraît. C'est vrai, oui. Et d'ailleurs, je tiens à rectifier Tarek Mami lorsqu'il a dit tout à l'heure était candidat à l'élection présidentielle. Non, il était candidat à la primaire déjà. Hein. Il avait les prétentions d'être à la certes, présidentielle. évidemment. Mais on va retrouver donc Tarek Mami du côté de Bordeaux avec un ex-ministre algérien des Finances, un ancien des Finances, donc il a aussi fait connaissance avec les caisses algériennes qui peut-être à l'époque étaient pleines, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui d'ailleurs. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. Au cours de la convention économique France-Maghreb, qui a lieu cette année pour sa 14e édition, Bordeaux, la ville de M. Alain Juppé, que vous connaissez, chères auditrices, chers auditeurs, nous avons donc, l'opportunité, l'occasion, prendre dans nos studios en bilan un ex-ministre des Finances de l'Algérie. Beaucoup d'auditeurs franco-algériens doivent donc vous connaître au moins par le nom, Monsieur Abdelrahman Makhalfa. On est heureux de vous avoir avec nous ici à Bordeaux. J'allais dire, première question brute, que vient faire un ancien ministre des Finances, même s'il peut être consultant par la suite, dans une convention économique à Bordeaux entre donc les entrepreneurs maghrébins et les entrepreneurs français? Merci, c'est une de mes premières activités après avoir quitté mes fonctions gouvernementales. Je suis effectivement ancien ministre des Finances, mais avant d'être ministre... pour quelle période, si vous permettez? Je suis resté 14 mois, donc de mai à juillet, de mai 2015 à juillet 2016. C'est très récent, quoi. Vous êtes encore dans le cœur du moteur de la... C'est très récent, et donc j'ai retrouvé... Vous savez, les missions de ministre sont des missions, pas des métiers. Donc j'ai repris mon métier. Mon métier était toujours dans la consultation, dans l'enseignement, dans les conférences. Et donc, je travaille maintenant à proximité des milieux d'affaires, des entreprises. C'est mon métier de base. Et je suis venu essentiellement avec le partenaire de Bordeaux en Algérie, qui est la Chambre de commerce et d'industrie de l'Oranie. D'accord. La Roumanie, qui est une des zones pilotes de demain. Je travaille avec eux sur d'autres dossiers, y compris sur celui-là. Et c'est avec un plaisir que je retrouve ces milieux d'affaires qui sont des milieux à l'échelon décentralisé. Parce que dans nos pays, tous les pays de la région, il y a des responsabilités qui relèvent des autorités et des institutions. Mais il y a beaucoup à faire sur le réseautage au niveau des milieux d'affaires, des entreprises, et c'est sur ce terrain que j'évolue maintenant. Cette convention est très riche parce qu'elle touche à plusieurs domaines, mais on a l'impression que pour le pays du Maghreb, j'allais dire les finances, les entreprises, on a l'impression, et vous allez nous confirmer ou infirmer, que c'est l'État qui gère tout ça, et donc si l'État va, tout ça va, et si l'État ne va pas, donc tout ça ne va pas. Est-ce que c'est une vraie image ou est-ce qu'il faut nuancer un peu? Il faut nuancer, même si c'est une réalité. Les entités publiques, couplées au rôle important des États dans nos pays, couplées à la place importante des institutions, font que le milieu du business et de l'entreprise vit souvent à l'ombre de ses actions et à l'ombre... et surtout à l'ombre des budgets de l'État. Et vous avez raison, c'est
nous sortons de cet engrenage, j'allais dire, de plus en plus. Et c'est pour ça que maintenant, des compétences nationales, des responsables qui s'investissent dans cette microéconomie par rapport à cette macroéconomie, parce que demain, sur les marchés, c'est la microéconomie qui joue. Et vous avez raison, les États ont un rôle de plus en plus dans la régulation et plus dans l'intervention. Donc nous sommes effectivement donc au plein milieu de la bourse. Donc on entend le bruit, les hommes qui discutent. Et parce que quand on commence à parler argent, il y a le temps qu'ils ont pour dire je suis pas d'accord, je suis d'accord. Et puis la conférence. Mais aujourd'hui, les jeunes générations du Maghreb sont accoutumées à l'individualisme dans le sens positif du terme, c'est-à-dire prendre une initiative, aller sur les réseaux sociaux. Comment aujourd'hui les États du Maghreb leur permettent donc de devenir, je vais citer personne, mais les patrons d'un réseau social demain comme le sont les Américains, les Sud-Coréens et d'autres. Nous sommes sur une phase de transition très forte, effectivement. Non seulement nous avons une transition générationnelle, mais nous avons maintenant un monde ouvert avec les nouvelles technologies. Et vous parlez de nos jeunes étudiants, de nos jeunes entrepreneurs, les sociétés maghrébines. Le niveau des jeunes est de plus en plus important, beaucoup plus important qu'en Europe. Et nous sommes dans cette transition. Niveau quantitatif et qualitatif. Niveau quantitatif et qualitatif. Dans tous les pays du Maghreb et dans tous les pays du MENA, du reste. Le potentiel jeune est très important. Et nous sommes dans cette transition des comportements de ces générations qui sont tout à fait différentes du comportement de notre génération. Tout à fait. Et nous sommes conscients qu'il faut transformer cette transition en un potentiel et non pas une fracture générationnelle. Et dans les pays du Maghreb, globalement, l'esprit entrepreneurial n'est plus un esprit patriotique national, c'est un esprit de marché où qu'il se trouve, d'opportunité où qu'elle se trouve. Et c'est bien que cette logique s'installe maintenant. Il s'agit aussi de faire en sorte que ces investissements, que cet éveil entrepreneurial se fasse quand même au profit des économies de ces pays. Monsieur Abdelrahman Ben Khalfa, consultant aujourd'hui et ancien ministre donc jusqu'à dans les années 2016 de finances en Algérie. Et est-ce que vous sentez que de l'autre côté, les États du Maghreb, pour faire simple, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, est en train d'accepter cette, je dirais pas transformation, mais ce changement de pied qui autorise ou qui laisse ces jeunes inventer, ou est-ce que les grosses machines de l'État centralisateur sont encore lourdes et bloquent la machine? Il y a encore une lourdeur procédurale, il y a encore une culture de l'ancien encadrement. Mais il y a aussi un risque à éviter pour les nouvelles générations, c'est que cette mondialisation du business ne crée pas une excentricité plus forte, parce que nos pays sont davantage des marchés que des lieux d'investissement. Et beaucoup de notre potentiel est sur les autres marchés. Il ne faut pas que cette tendance d'ouverture se fasse au détriment des économies. Donc aujourd'hui, on importe, vous voulez qu'on exporte? D'abord qu'on exporte, mais ensuite qu'on exporte des valeurs ajoutées. Jusqu'à présent, on a exporté des matières premières. Le fameux pétrole brut. Non seulement le pétrole, mais l'agriculture brute, le poisson brut, et donc des petites valeurs ajoutées. Le nouvel éveil générationnel doit pouvoir nous permettre d'aller sur les marchés, d'ouvrir nos économies, mais avec une valeur ajoutée et une intégration plus forte. Sinon, nous allons encore créer un fossé, une fracture entre les grandes économies qui utilisent les valeurs ajoutées, qui sont dans les grands pays, et les économies locales vers lesquelles ces générations sont en train de se tourner. Monsieur Abdelrahman Ben Khalfa, ancien ministre, je rappelle, des Finances en Algérie, vous êtes sur France Maghreb, ça résume la problématique. Que faites-vous, ou est-ce que votre analyse s'applique aux franco-maghrébins également, ou est-ce que c'est une analyse plutôt locale au Maghreb? Est-ce que vous avez un regard particulier sur ce qu'est capable de faire un jeune franco-algérien, franco-maghrébin en France, en relation avec l'international, la France et le Maghreb et l'Algérie? Non, vous avez raison. Et je m'exprime comme citoyen maghrébin, comme expert maghrébin, plus que porteur de politique. Mais vous avez raison, dans cette ouverture, je fais partie de ceux qui disent que la diaspora est un élément stratégique
c'est dans nos diasporas. D'autres pays ont réussi. Je parle du Liban, je parle d'autres pays que je n'ose pas maintenant dire. La diaspora, maintenant qu'elle est partout, qu'il y a partout des Maghrébins dans ces pays, devrait pouvoir nous permettre de consolider les économies de départ et non pas seulement travailler pour les économies d'arrivée. Et du coup, et dans cette perspective-là, je ne cesse de militer pour une réconciliation des diasporas avec leur pays, non pas pour faire du patriotisme, mais pour qu'ensemble on fasse du bon business au profit des économies locales. Vous êtes sur France Maghreb 2, monsieur le ministre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui écoutent notre radio. Quel message leur dit un homme aujourd'hui d'expérience, parce qu'il est dans l'entreprise, il est dans le consultanat, si on peut dire ça, et il a été ministre, donc il avait la main dans le cambouis de l'ordre institutionnel. Oui, non, mais de l'ordre administrative qui dépasse tout le monde. Alors, qu'est-ce que le ministre Ben Khalfa Abdrahman dit aux jeunes franco-maghrébins qui souhaitent donc profiter de leur culture, de leur éducation, de leur niveau, pour être la passerelle entre le Maghreb, la France et le monde? Nous ne sommes plus les sociétés fermées. 2, nous sommes exposés au marché et les mouvements de flux qui nous viennent sont plus importants que les mouvements de flux que nous exportons. 3, la diaspora, une nationalité de plus, c'est un papier de plus. Reste un legs, un héritage de nos économies, quelle que soit la génération, et donc une confiance totale. Ce qui nous permet, c'est pour ça que je parle d'une réconciliation avec nos diasporas, c'est qu'au-delà de leur lieu de naissance, de leur nationalité, partout, y compris dans les grandes nations, on utilise les fibres de naissance. Il faudrait que dans cette ouverture, nous puissions utiliser ensemble les fibres de naissance. Non pas pour encadrer quelqu'un ou pour l'obliger à revenir, mais pour que les économies, l'ouverture de nos économies se fasse avec eux, pour eux et à leur bénéfice. Monsieur le ministre, si j'ai bien compris, l'émotion étant acquise, on explique comment faire pour que la raison se construise sur cette émission pour pouvoir aller plus loin. D'abord, la diaspora est importante quantitativement. Ouais. Nous avons d'autres pays je comprends, essentiellement les 3 pays. Et donc, leur force est devenue indépendante. Nos économies sont maintenant partout sur les Facebook, il n'y a plus de limite. Et donc, je suis sûr et certain que les stratégies de demain, économiques, sociales et sociétales, composeront nécessairement avec une diaspora intelligente, ouverte sur le reste du monde, mais encore enracinée dans les économies locales. Merci, monsieur Ben Khalfa Abdrahman, ancien ministre des Finances en Algérie. Il paraît que les finances et l'argent, c'est le nerf de la guerre. Tout à fait. Et quand on dit nerf de la guerre, c'est pas pour faire la guerre, c'est pour tout faire pour avancer. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Voilà l'ancien ministre des Finances algérien au micro de Tarek Mami à Bordeaux à l'occasion de la convention économique France-Maghreb qui se déroule aujourd'hui donc jusque demain. Vous voyez que l'horreur n'a pas de limite, puisque nous avons appris il y a quelques minutes maintenant qu'il y a eu un attentat suicide commis à Damas, en Syrie. Je vous explique un peu le procédé. Une petite fille de 7 ans qui pleurait devant le commissariat, donc on l'a fait rentrer. Et on a déclenché à distance l'explosif. C'est-à-dire qu'on se sert maintenant des enfants de 7 ans. Qui est capable d'une telle horreur? C'est ça qu'il faudrait se poser la question. Quel est l'être humain capable d'utiliser une enfant de 7 ans et de la faire exploser dans le commissariat pour assouvir quoi? Indigne, indécent. Je n'ai pas de mots. Il n'y a pas j'ai pas de mots. C'est l'horreur absolue. C'est choquant. Voilà. 2 petites informations à retenir pour ce week-end. Demain, rassemblement à l'appel de plusieurs collectifs et associations. Mon cher ami Akhlib, vous êtes peut-être au courant, suite à l'affaire du journaliste algérien qui est mort en prison devant l'ambassade d'Algérie, demain à 14h à Paris. Dimanche, conférence internationale sur l'islamophobie. Faut condamner effectivement tous les êtres humains, quel que soit ce qu'on pense de leur position, etc., qui sont victimes de leur expression, de leur droit d'expression, de leur liberté, journalistes et autres, tous les gens qui sont détenus pour leurs idées, c'est quel que soit le pays, c'est indigne et indécent et effectivement nous devons nous mobiliser pour que partout dans le monde nous ne laissions plus les gens être oppressés en fonction de leurs convictions.
Et puis autre rendez-vous, c'est dimanche. C'est un rendez-vous qu'on attend depuis un petit moment d'ailleurs, qui aura lieu donc ce 18 décembre à la Bourse de Travail de Saint-Denis. C'est la conférence internationale sur l'islamophobie qui aura lieu donc ce dimanche. Voilà, ça se passe à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Bien entendu, c'est une journée très très intéressante. Allez, dans un instant, on va parler des nouvelles ubuesques, en tout cas accusations des États-Unis envers la Russie, qui auraient, selon les États-Unis, en tout cas influencé ou seraient directement intervenus de manière personnelle pour Poutine dans l'élection de Donald Trump. Évidemment, Poutine dément totalement, et Barack Obama d'ailleurs, qui pour peut-être ces derniers jours à la Maison Blanche, entend sortir les poings et montrer ses muscles. Pour le peu de temps qui lui reste. À tout de suite pour le LGF sur France Maghreb 2. Vos appels 01 40 33 9000. Je rappelle cette info donc terrible. Enfant de 7 ans utilisé pour se faire exploser dans un commissariat de Damas. Et après ça, on va nous dire que Bachar el-Assad est responsable des 300 000 morts en Syrie. Akli Menouli aujourd'hui et Jean-Marc Zébélus qui sont avec nous aujourd'hui. Donc 01 40 33 9000. Allez-y, n'hésitez pas bien sûr à nous appeler. On va quand même avant tout cela parler de la réaction du Kremlin par rapport aux accusations des États-Unis. D'ailleurs, Jean-Marc en avait parlé hier. Le Kremlin qui dénonce des accusations indécentes après donc la mise en cause de la Russie par les États-Unis dans les cyberattaques lors de la campagne pour la présidentielle. Barack Obama, il a prévenu, son pays va riposter au piratage informatique. Certains dirigeants du renseignement américain pensent même que Vladimir Poutine serait impliqué personnellement dans cette affaire. Qu'en pensez-vous, messieurs ? Moi, je suis pas la commission d'enquête. Je sais pas de toute façon que les gens essaient de s'écouter ou essayent de ça a toujours été depuis que le monde est monde. Donc après, il faut des faits et donc il faut attendre. Mais c'est sûr que les Américains nous ont bien écoutés pendant longtemps. Donc je pense qu'effectivement dans ce monde, on est tous écoutés. Puis on est dans un poker menteur. Où est la vérité ? Qu'est-ce qu'il est ? Qu'est-ce qu'il est pas ? Dire que M. Poutine serait personnellement impliqué, ça relève de la fiction, quoi. Mais c'est vraiment pas sérieux, quoi. Je veux dire, on pourrait nous dire tout ce qu'on veut, mais certainement pas cela. Oui, et puis c'est vrai que, comme disaient les gens, mais on sait pas, enfin, c'est vrai que tu as raison, mais on peut pas dire à dire que quelqu'un est personnellement impliqué et tout ça, mais en tous les cas, c'est vrai que moi je pense que c'est toujours difficile, mais je pense que c'est un peu le poker menteur, la surenchère, peut-être que pour effectivement obtenir d'autres choses ou faire la pression. Vous savez, on est dans un vrai, le monde est devenu un terrain de jeu de poker menteur, hein. On est dans de la politique de fond, basée sur des valeurs, etc., des colonnes vertébrales, mais vraiment dans un espèce de je te donne, moi je t'aime, moi non plus, je te donne, je reçois, enfin, c'est un grand deal mondial, quoi. Ouais, c'est détriment du peuple. Tout le monde s'en fout. Bah évidemment, détriment du peuple, de ce qu'ils subissent, de ce qu'ils vivent. Du moment où cette caste dirigeante est bien à tout ce qu'il lui faut, est bien dans ses chaussures, ce que subit le peuple, ce que nous subissons, ça les importe peu. Je pensais à un truc, Christophe, parce que je connais une amie à Champigny, parce que c'est mon territoire, qui gère un truc où, justement, alors, parce qu'on parle des États-Unis, qui s'appelle le Paris-New York. Ouais. Qui est ouvert le week-end de 23h pour des fêtes, tout ça, je me suis dit, mais si tu veux t'appeler le Paris-New York, c'est, actuellement, les États-Unis, c'est peut-être pas là où les gens vont venir, quoi. Et change de nom, appelle-toi le Paris-Alger, le Paris, voilà, mais en tous les cas, un petit clin d'œil au Paris-New York à Champigny, comme ça, s'il change de nom, il s'appelle le Paris-Kremlin, ils seront pas écoutés. Oui, Paris-Moscou. Paris-Moscou. Voilà, c'est tendance en ce moment. Kamel, bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, comment allez-vous, ça va ? Ça va très bien, merci beaucoup. Oui, ça va vraiment, je remercie beaucoup cette radio, je le dis en face de vous. Jamais j'ai appelé, on m'a dit de quoi vous allez dire, de quel sujet vous allez prendre. C'est vraiment la liberté d'expression, je vous remercie. Je remercie monsieur Menouli et monsieur Jean-Marc. Jean-Marc, bon, à la prochaine fois, on va parler un petit peu de l'immobilier, parce que j'ai des soucis dans l'immobilier. Oui. Il vient prêcher sa paroisse, t'as mis Kamel. Si, bah oui, il vient prêcher sa paroisse, Kamel. Non, parce que vraiment les mairies, c'est incroyable avec l'immobilier. Bon bref, passons aux choses très sérieuses. Déjà, je tiens à remercier Cécile Duflot. Vraiment, c'est une dame, malgré elle a perdu en écologie la présidence pour la primaire des écologistes, mais pour son action, son geste à propos d'Alep, pour la population d'Alep, vraiment, je la remercie bien bas.
Et vraiment, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre à propos d'Alep, c'est qu'actuellement, les gens sont en train de se mobiliser, la Tour Eiffel qui s'éteint, Hôtel de Ville, mais je comprends pas. Est-ce que ça se passe depuis 5 années qu'il y a des crimes, il y a des massacres depuis 5 ans? Et pourquoi maintenant qu'on réagit? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment Monsieur Pujadas, journaliste de France 2, veut dire à Monsieur Hamon, est-ce qu'on va dialoguer avec Bachar al-Assad? Mais vraiment, Hamon n'a pas dit ça. Mais Pujadas, il voulait à tout prix. Comment on peut discuter avec une personne qui a vraiment du sang sur les mains, Monsieur Melouli? Je sais que Bachar, il est chez lui, il protège la Syrie. Mais il protège la Syrie pas en balançant du chlore, des bombes au chlore. À Hama, des gens, on a trouvé des enfants, ils avaient ni blessure ni rien. Ils sont morts par asphyxie. On ne peut pas voir ça et se taire. Moi, j'ai honte des Américains et des Français qui, à chaque fois, avec des réunions à l'infini, combien il y a eu de réunions et on sort avec un veto russe et avec des dénonciations, alors que actuellement il y a tout le temps des massacres. Pourquoi la Russie peut intervenir en Syrie? Elle intervient librement et les États-Unis et la France ne peuvent pas. Quand il y a certaines personnes qui disent « Ah, c'est honteux, pourquoi la France intervient ?» Mais c'est qui est en Syrie en ce moment? C'est les soldats syriens, russes. Mais vraiment, moi, ce qui me touche le plus, c'est que nous, on est là, on rentre chez soi, on va retrouver nos enfants, on va rentrer, on va être chaud. Vous savez, il y a des populations qui sont vraiment chassées de chez eux et qui sont sous la pluie. Un enfant malade avec une grippe à 40 degrés qui est dehors, qui sont blessés et en plus ils se font bombarder. Il y a plusieurs populations qui ont parti d'Alep Est vers le Kamel, je peux dire quelque chose si tu me permets. Attends, je termine cette phrase. Vers les régions pro-régime, ils ont été bombardés par les Russes. Je suis d'accord. On n'a pas vu des terroristes par terre. On a vu des gamins d'une fille, une écolière de 8 ans. On a fait sa mère. On a trouvé son père. Mais allez-y, monsieur Tarek, monsieur Melouli, je vous Monsieur Kamel, avec le respect que je dois, moi, à un moment donné, j'ai jamais justifié quoi que ce soit. J'ai dit juste que, à partir du moment où vous armez des gens, vous croyez pas que l'armée régulière syrienne va se laisser tuer ou dominer sans réagir? 90 000 soldats qui ont été tués. Voilà. Donc effectivement, à partir du moment où on arme des gens, c'est qu'on crée les conditions d'un conflit, d'un chaos. C'est ça que je dénonce moi. Après, effectivement, l'armée régulière syrienne, elle n'existe pas. C'est ceux qui combattent. Ah bon, elle n'existe pas. Non mais attendez, qu'on soit pas d'accord. Elle est réelle. Vous dites n'importe quoi, Kamel. Elle n'existe pas, l'armée syrienne. Elle n'existe pas, l'armée syrienne. Si, elle existe, mais elle est décimée. Vous savez que bah oui, elle est décimée par qui? C'est des milices. 90 000 soldats. 90 000 soldats sont morts depuis 5 ans. Mais Kamel, vous ne connaissez même pas où se trouve la Syrie sur une carte, je parie. Bah, je connais très bien. Ah oui, vous connaissez très bien. Vous avez une condamnation sélective, si je puis me permettre, à géométrie variable. Vous êtes, en fait, de ce que vous dénoncez. Attendez, Kamel. Je vous ai laissé parler, donc laissez-moi parler 2 secondes. Vous êtes de ceux aussi qui, la petite fille de 7 ans qui se fait exploser dans un commissariat, c'est quoi, monsieur Kamel? C'est quoi? C'est Bachar qui l'a envoyé, peut-être? Oui, je dénonce le terrorisme dans le monde. Non, vous le dénoncez pas, vous dénoncez vous ne dénoncez qu'une seule partie, Kamel, et vous savez depuis 5 ans qu'on vous écoute quotidiennement sur France Maghreb 2, vous avez uniquement la même position. Vous êtes un anti-Bachar primaire. Le monde n'est pas binaire, mon cher ami Kamel. Et le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que vous êtes en train, vous, de dénoncer ce que fait BFM TV et France 2, mais vous êtes également avec eux dans le même traitement d'information finalement. Vous êtes bien complémentaires, en tout cas. Mais monsieur Christophe, est-ce qu'on peut laisser faire des bombes? Pourquoi on interdit pas l'aviation russe et syrienne depuis 5 ans de tuer on balance des bombes, monsieur. C'est pas de la propagande. On crée pas ça. Les gens des Algériens qui disent ah, c'est de la propagande, on a voté ça, on a transporté des enfants qui sont morts dans les années 80. On dit, mais c'est une réalité, mon ami. Il faut être en Syrie pour voir ça. Et vous y êtes, vous y êtes, hein, Kamel, c'est bien connu. Vous y êtes, sur le terrain de la Syrie. C'est des crimes quand on parle comme ça. Kamel, vous êtes en Syrie, vous, actuellement, hein. Vous êtes bien installé confortablement là-bas. Oui, et vous faites bombarder, hein. Je pense aux populations civiles qui sont froids, qui sont dehors, qui sont chassés de chez eux. Ils ont plus de logement, ils ont plus.
vraiment, ça me... Mais par contre, je vous remercie infiniment, Christophe, et toute sa radio, tout ce qu'elle fait pour Alep. Ouais. Vraiment, je vous remercie. Salut Kamel. Voilà. Bah, vous voyez, quand on n'a plus d'arguments, on dit au revoir après, au bout d'un moment. 01 40 33 9000. Mais vous voyez, c'est ce genre d'analyse qui me dérange, moi. C'est cette condamnation. Prendre parti pour voilà. un camp, un autre. Faut savoir qu'on est dans une situation de guerre. Faut savoir qu'il y a des gens qui ont été armés. Faut savoir que ce pays avait sa propre armée. Ce pays était organisé, qu'on le veuille ou pas, qu'on parle d'un dictateur ou pas, peu importe. Mais il y avait quand même des institutions dans ce pays. Il y avait une armée, il y a une police. Aujourd'hui, il reste quoi? Ouais. Il reste quoi? Effectivement. Alors, on va parler un petit peu d'un autre sujet, si vous permettez. Les auditeurs, évidemment, sont toujours les bienvenus. 01 40 33 9000. On peut s'engueuler, hein, bien sûr, de temps en temps, mais on se respecte, c'est l'essentiel. Donald Trump, qui continue de constituer, lui, son équipe de son côté, et qui, d'ailleurs, par le choix de ses collaborateurs, de susciter une certaine polémique après avoir nommé un patron du pétrole proche des Russes à la diplomatie. Il a désigné comme ambassadeur en Israël, donc David Friedman, un homme qui compte déménager l'ambassade de Tel Aviv, partir donc travailler pour Jérusalem. Premier mot de David Friedman, d'ailleurs, après sa désignation, qui ont été rapportés par l'équipe de Donald Trump. Il affirme avoir hâte de travailler pour la paix au Proche-Orient depuis l'ambassade américaine dans ce qu'il appelle la capitale éternelle d'Israël, à savoir Jérusalem. Une déclaration de guerre surprenante au vu de ses positions personnelles. David Friedman est un soutien à la colonisation israélienne en Cisjordanie, et notamment le président de l'association des amis américains de Bethel, du nom d'une colonie israélienne située à la sortie de Ramallah. Il est aussi un adversaire déclaré de la solution à deux États, le plan de paix défendu par la communauté internationale. Il n'y a jamais eu de solution à deux États, juste une narration à deux États, a-t-il écrit en février dernier, appelant à changer de discours. Des positions très à droite, donc qui font passer Netanyahou presque comme l'actuel chef du gouvernement israélien, l'un des plus à droite, pourtant de l'histoire d'Israël, pour un gauchiste, a écrit un éditorialiste ce matin, un journaliste donc de Haaretz. Ce matin, le gouvernement israélien, lui, n'a pas réagi pour l'instant à cette annonce, mais le premier à réagir était le conseil de Yeshan, l'instance de représentants de colons d'Israël, de Cisjordanie, qui a salué un homme qui a un amour profond pour tout le pays et tout le peuple d'Israël. Vous voyez que là, le ton est donné quand même, pour le coup. Nous sommes toujours dans la provocation de Monsieur Trump. Agli. Oui, je crois que il faut effectivement ne pas repartir faire reculer sur ce sujet-là. On a beaucoup de gens se sont battus pour une solution à deux États, pour une paix. Il y a des gens qui veulent pas d'une solution à deux États, il y a aussi des gens qui veulent que recréer la Palestine globalement. Il y a effectivement des Israéliens qui eux ne veulent pas de deux États. Je pense que cette décision de Trump de nommer quelqu'un, alors on va voir après dans les négociations avec Poutine et d'autres, mais j'ai l'impression que cette décision va encore davantage creuser le fossé vers une solution de paix. Parce qu'il s'agit pas aujourd'hui de donner, pareil, d'être binaire, de donner raison à tel ou tel. Il s'agit aujourd'hui de trouver les voies de la paix, parce qu'on n'est pas à la place des gens qui vivent cette horreur au quotidien. Je crois que Gaza est invivable, tout le monde le dit, tous les rapports le disent, et donc il est temps que des mesures soient prises pour redonner de la dignité aux Palestiniens. Je crois que, même si Israël a le droit à la sécurité, mais ça commence déjà par la dignité des Palestiniens, et je pense que ce genre de discours et ce genre de, de provocation est malvenu et inutile. Allez, on prend un appel au standard 01 40 33 9000. Bonsoir. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à vos invités. Bonsoir Ahmed. Oui, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement, en 2012, on aurait pu éviter tous ces bains de sang, toutes ces victimes. Vous savez qu'à l'époque, l'ambassadeur russe à l'ONU, Vitaly Churkin, pour ne pas le nommer, avait fait une proposition donc à l'ex-président finlandais, qui était d'ailleurs prix Nobel en 2008, Monsieur Martti Ahtisaari, lors donc des négociations au sein du Conseil de sécurité. Il avait fait la proposition suivante. Il a dit qu'il y avait une possibilité, c'est-à-dire de ne pas, de trouver une solution à la crise syrienne. Alors voilà la proposition. Il avait dit une solution en 3 points pour régler la crise syrienne. D'abord, ne pas armer les rebelles. C'était une des propositions. La deuxième, organiser pour parler entre le régime et l'opposition. Et ensuite, permettre à Bachar el-Assad de se retirer élégamment à l'issue de ces négociations. Monsieur Martti Ahtisaari a fait, bien sûr, part de cette proposition
je veux dire, à tous ces, je veux dire, à tout ce qu'il y avait à ce moment-là, je veux dire, comme occidentaux, c'est-à-dire les émissaires occidentaux qui ont rejeté d'un revers de la main du style, oui, de toute manière, Bachar el-Assad est en train de vivre, que certains étaient proches, qu'il était en train de vivre ces derniers jours. Vous savez, c'est ce côté un peu méprisant de la part de l'Occident. On en est là aujourd'hui. Mais, bien évidemment, aujourd'hui, vous savez, le problème qui se pose, c'est que les Occidentaux veulent le départ d'Assad. Mais la question qui se pose, est-ce qu'ils peuvent garantir justement que la rébellion va s'arrêter une fois que le président syrien est démis de ses fonctions? Est-ce qu'ils ont, je veux dire, un leader qui peut être issu de l'opposition laïque et démocratique, là, qu'ils ont créé de toutes pièces, est capable de faire consensus autour de lui? Et si Assad devait partir, parce que c'est des questions qu'il faut poser, par qui faut-il le remplacer? Est-il possible donc d'imaginer des élections libres en Syrie dans les prochains mois, avec tout ce qui vient de se passer? C'est impossible. Le but, c'est de déstabiliser avant tout. Le but, c'est pas de recréer de la stabilité. Oui, et justement, nous avons le cas de la Libye. C'est impossible pour qu'on puisse retrouver un équilibre. Mais parce qu'aujourd'hui, personne n'est capable de diriger un pays envahi par des groupes armés. Bon, ben, il est obligé de faire usage de la force. C'est obligatoire, parce que ces groupes armés ne vont pas partir comme ça du jour au lendemain. Mais bizarrement, pardon? Je dis bizarrement, la déstabilisation se fait dans beaucoup de pays où il y a du pétrole. Mais ce qui est malheureux, c'est que l'Occident analyse la crise syrienne comme s'il s'agissait d'une banale crise sociale ou d'une opposition une crise de banlieue. Et un souverain. Et un tyran, je veux dire. Merci Ahmed pour ce rappel très très utile. Merci beaucoup en tout cas Ahmed. À bientôt. Voilà, 01 40 33 9000. Juste avant de passer à vos coups de cœur, une petite information en bref importante, c'est l'incendie a priori criminel d'un centre d'accueil donc pour travailleurs migrants en région parisienne à Boulogne-Billancourt. Sur place, 14 personnes ont été blessées dont 3 grièvement. C'était ce matin donc à Boulogne-Billancourt. On va passer maintenant à vos coups de cœur, messieurs, c'est parti. France Maghreb 2, le coup de cœur. Allez, on va commencer par notre ami Jean-Marc Zébellus pour son coup de cœur. Et là, je crois qu'il veut nous parler d'un livre. J'ai un petit coup de cœur par rapport à un livre qui a été écrit par Edwy Plenel et qui s'appelle Le Voyage en terre d'espoir. Alors, c'est un voyage, une invitation à se promener sur le continent des obscurs. C'est-à-dire qu'à partir de la recherche de celles et ceux dont le souvenir est effacé par les puissants et les dominants, qui réquisitionnent l'histoire à leur profit. Bref, à aller à l'encontre de tous ces militants de l'égalité sans lesquels nos idéaux démocratiques et sociaux n'auraient jamais vu le jour. Alors ce livre fait référence beaucoup à ce qu'on appelle le Métron qui est en fait un dictionnaire biographique sur le mouvement ouvrier et aussi sur les mouvements, sur le mouvement social. Donc je vous invite à vous y intéresser parce que toutes ces personnes qui ont œuvré pour cette démocratie, qui ont œuvré pour tous ces acquis sociaux, quand même méritent un certain hommage et puis méritent aussi d'être connus. Donc je vous répète, c'est Voyage en terre d'espoir. C'est un livre qui fait 500 pages mais qui a le mérite d'être connu. Très bien, de quoi occuper vos vacances puisque je ne vous apprends rien ce soir, c'est les vacances scolaires. Voilà pour ce livre de Edwy Plenel. Mon cher ami Akli, c'est pas un livre mais une soirée qui aura lieu demain. Oui, c'est une soirée d'hommage à Ammar Zaïd, donc le grand maître du Chabi, l'immense artiste qui nous a quittés le 26 novembre. Et c'est vrai que souvent les gens nous disent mais pourquoi vous rendez un hommage? Mais quand on veut rendre un hommage à quelqu'un dont la passion était la musique et le Chabi, quoi de mieux que de lui rendre hommage en musique? Et donc nous avons à cet hommage invité Hassan Kerbish, Anwar Tzbabast, qui sont effectivement qui vont chanter son répertoire, et Kamel Aziz qui est son disciple direct, donc qui connaît bien par cœur le répertoire d'Ammar Zahi. Donc demain ce sera au Centre culturel algérien à 20h30, c'est presque full, il reste plus de place. Donc mais en tous les cas je voulais parler de cet hommage parce que Ammar Zahi c'est quand même un grand maître, et je crois que les gens méconnaissent un peu le Chabi, cette nouvelle génération. Et c'est vrai que quand on connaît pas son histoire, quand on connaît pas sa culture, ses racines, etc., on a du mal à se projeter dans le monde, etc. Et donc c'est dans le cadre de l'espace, c'est une façon de rappeler et de
permettre à chaque fois qu'il y a des événements de faire découvrir ses racines, sa mémoire. Et je pense que effectivement, et c'est comme c'était un grand maître, un homme de bien, et donc c'était la moindre des choses de rendre cet hommage. Donc je voulais remercier Nabil, tous les musiciens qui vont aussi accompagner ces 3 maîtres du Shaabi dans un grand hommage à Amar Zahi demain au Centre culturel algérien à 20h30. Voilà, et je vous rappelle aussi que demain à 14h aura lieu devant l'ambassade d'Algérie à Paris une manifestation suite à ce qui s'est passé en demandant la vérité sur l'affaire de ce journaliste qui est mort en prison, et dimanche convention internationale sur l'islamophobie qui aura lieu à la Bourse du Travail de Saint-Denis. Voilà pour les rendez-vous à ne pas louper tout au long de ce week-end. Et par avance, bonnes vacances à tous ceux qui sont en vacances. Là, ça y est, depuis quelques heures maintenant, les professeurs, les enfants, pour ces vacances de fin d'année. De bonnes fêtes à tous et toutes. Évidemment, l'occasion vous en sera donnée de nous écouter et j'espère de nous apprécier et de participer aussi. Justement, tiens, dans un instant, le j'aime ou j'aime pas pour finir cette partie interactive de cette émission avec monsieur Hakim Elouli, avec monsieur Jean-Marc Zébélus. Et si un auditeur veut faire le j'aime ou j'aime pas avec nous, qu'il nous appelle tout de suite, j'intercepte 01 40 33 9000. À tout de suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 LGF avec Jean-Marc Zébélus et Hakim Elouli, donc sur France Maghreb 2 pour ce grand forum LGF, donc en ce vendredi soir. Soyez les bienvenus d'ailleurs. Sur France Maghreb 2, il est on est bien là, 17h55, là je suis bien là. On a bien géré notre temps aujourd'hui, messieurs, parfait. C'est parti donc pour le j'aime ou j'aime pas. C'est pour finir tranquillement cette émission, en tout cas cette partie interactive, puisque elle continue après le flash de 18h avec le sport, la télé et on se rougera aussi l'éphéméride pour ceux qui le zapping pardon pour ceux qui l'ont loupé. Voilà, séance de rattrapage après le flash de 18h qui arrive dans à peu près 5 minutes avec Marine Garel pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi soir sur France Maghreb 2. Allez, c'est parti pour le j'aime ou j'aime pas, on y va, c'est parti. Alors, j'aime pas ou je m'en fous, on peut y aller. Dans l'affaire Adama Traoré, les 2 frères de la famille ont été condamnés au tribunal. J'aime pas. Mercredi. J'aime pas, mais du tout. J'aime pas. C'est une affaire d'État cette histoire ou quoi là? C'est une affaire d'État, c'est une affaire d'injustice surtout. D'État si ça touche effectivement la Constitution. Enfin, c'est des 2 poids 2 mesures. C'est-à-dire que des gens qui effectivement peuvent, dans la situation qui est la leur, se laisser pour demander justice déborder, sont condamnés comme des délinquants, ce qui est un peu voilà. Il y a à mon avis un petit souci de justice. Ouais. La justice ne va pas dans le sens de la sérénité, ne cherche pas à apaiser les esprits. Qui a prononcé cette phrase? Et attention pour vous aider, indice. On n'enseigne pas assez la langue arabe dans ce pays en France. Qui a pu dire ça? Ce serait notre ami Jacques, non? Jack Lang, bravo! Ouais. Jack Lang. On n'enseigne pas assez la langue arabe selon lui. Président de l'UMA. J'aime pas. C'est quoi la question? Le fait qu'il ait dit cette phrase, on n'enseigne pas assez la langue arabe en France, selon lui. On doit dire, à mon avis, moi je pense qu'on devrait parler de... Il est même plutôt scandalisé le fait qu'on n'enseigne pas assez la langue arabe dans ce pays. Ouais. Et le berbère aussi d'ailleurs. Ouais. Mais et d'autres langues aussi. Mais je crois que, je sais pas, des fois il y a des gens qui, en conjoncture, je me méfie toujours des grandes déclarations enflammées. Il y a que des preuves d'amour que je connais. Et donc, moi pareil que d'ailleurs tout à l'heure pour je pense que des fois il est temps souvent de prendre sa retraite, parce que j'ai l'impression que il y a des gens qui partent jamais en retraite et qu'on recase et tout ça, alors que ça pourrait faire des missions pour des gens plus dynamiques et voilà. Mais Jean-Marc, je sais pas, j'ai l'impression que ça consiste à attiser un peu le feu. J'ai pas l'impression que cette déclaration va dans le bon sens. Israël, des femmes qui protestent après s'être vues interdit l'accès au Parlement, à la Knesset, donc à cause de leurs jupes trop courtes. Ah, y a pas qu'en France qu'on voit ça, en Israël aussi. J'aime pas. J'aime quand les gens défendent. On n'a pas à juger de la tenue vestimentaire des gens, trop courte, trop longue, etc. Il appartient à chacun de s'habiller comme il veut. À partir du moment où on respecte les règles, les lois, etc. Je vois pas en quoi la tenue vestimentaire est un critère d'admission ou de pas admission. À partir du moment où effectivement il n'y a pas attentat à la pudeur, puisqu'il y a des lois, voilà. Mais je ne vois pas. Enfin, moi, je trouve que j'aime quand les femmes se battent. J'aime quand les gens militent, se battent pour défendre leur liberté. Monsieur Jean-Marc.
Ben j'aime quand c'est pas la couleur de peau, c'est la tenue vestimentaire. Quand c'est pas la vestimentaire, c'est les origines. Il y a toujours quelque chose qui va pas dans les pays dits démocratiques. Arnaud Montebourg s'affiche avec sa famille en Algérie dans Paris Match. Ah, Akli. Je soutiens Arnaud Montebourg, donc je voudrais pour par esprit de neutralité laisser répondre Jean-Marc, parce que moi je le soutiens, donc il est forcément, je vais dire que j'aime, donc c'est pas c'est arbitraire pour moi, donc et puis s'afficher avec ça c'est différent, donc je vais pas joker. Très bien. Jean-Marc, j'ai envie de prendre un joker parce que bon, il drague, il est en pleine drague de notre côté. Mais c'est de bonne guerre quand on est dans une campagne. Oui, il s'affiche avec sa famille. Bon, voilà. Mais en même temps, sa famille. Mehdi Gemma, qui est le Premier ministre tunisien, a déclaré: la Tunisie ne sera jamais un refuge pour les terroristes. J'aime. Tout le monde Et... devrait déclarer qu'aucun pays ne peut être un refuge pour les terroristes et lutter contre le terrorisme, y compris le terrorisme intellectuel de ceux qui nous obligent de penser comme eux. Et une dernière petite info insolite d'ailleurs, ça s'est passé à Montargis dans le 45, c'est Montargis ? Oui, dans le Loiret. Tout à fait, je suis quand même, on sort le dimanche, Christophe. Voilà. Eh bien, un homme en état d'ébriété, visiblement, âgé de 53 ans, a volé une voiture du SAMU pour rentrer chez lui. J'aime pas, parce que c'est vrai que le SAMU, on peut avoir des urgences, pas besoin. Je pense qu'il, même si ça me fait pas sourire, je pense que c'est là, par contre, ouais, c'est comme pareil, Christophe, c'est comme les places handicapées. Ouais. Moi, je suis intolérant dessus. Je me mets jamais sur une place handicapée. Voilà, personne à mobilité réduite, parce qu'on dit handicapé, mais c'est plutôt personne à mobilité réduite. Ouais. Parce que je crois que là, il y a des limites à ne pas franchir. C'est une question de respect. Et moi, le SAMU, les pompiers, il y a des choses comme ça qui sont effectivement là pour la protection de la personne, la dignité, etc. J'ai tendance à ne pas jouer avec ça, quoi. Très bien. Voilà. Jean-Marc. Ben c'est choquant. Ouais. J'aime pas du tout. Voilà. Et puis dernière petite info, le président Abdelaziz Bouteflika a reçu à Alger le président tunisien Béchir Essebsi à l'occasion de sa visite officielle d'ailleurs en Algérie. Au moins on est sûr que il dira pas le président is the beast, donc c'est lui au moins fera pas. Il s'est prononcé, ça c'est sûr. Ouais. Ben j'aime les rencontres entre présidents, surtout dans les régions, les pays voisins. Oui, pourquoi pas. Parfait. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Zebellus. À très vite la semaine prochaine. Merci, sera là, je crois, mercredi avec nous, Akli vendredi prochain. Merci de rester avec nous sur France Maghreb 2. Merci Jean-Marc, merci Christophe. Merci à tous les auditeurs et pour votre écoute. vendredi prochain, si vous le voulez bien. Et place maintenant à l'actualité avec Marine Garel pour l'essentiel de l'actualité de ce vendredi soir avant la suite du Grand Forum. Bonsoir Marine.